6h30 info que nous démarrons avec cet accident du cortège du parti PASTEF d'Ousmane Sonko, autant pour moi. 3 personnes ont perdu la vie. Fatih, le bilan qui s'est alourdi avec cet accident survenu dans le convoi du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, le bilan qui est passé de 2 à 3 morts. En effet, un des 4 blessés a finalement succombé à ses blessures quelques heures après l'accident. Il s'agit du dénommé Moussa Kamara, a rappelé que le photographe de Lieutenant TV Ibrahim Fall et le garde du corps Ama Ndaw alias 50 ont rendu l'âme sur le coup. Et puis Ousmane Sonko a réagi. Le leader de PASTEF dit accepter la volonté divine. Le chef de l'État, également sur Twitter, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le parti Réumi s'est dit satisfait de son retour dans la majorité. Et c'est le porte-parole de cette formation politique qui défend le choix d'Idrissa Seck malgré les critiques. Doudouba a profité de l'occasion donc pour évoquer également les investitures. Il invite les militants à faire confiance aux militants de Benno Bokk Yakaar. À Réumi, les listes parallèles, dit-il, ne seront pas tolérées. Je propose d'écouter des propos recueillis par Chérif Dia. Le président Idrissa Seck a rejoint la majorité présidentielle, qu'il travaille avec la majorité présidentielle. Def na at bi ñu ñëwee fekk ci président Macky Sall ak mboolem coalition présidentielle bi ngir liggéeyal askan wi appartiennent à cette coalition de façon à trouver ensemble les solutions adéquates aux problèmes des Sénégalais. Je dirais que l'interprétation et l'appréciation est différente selon les personnes. Ça, on l'accepte. L'essentiel, c'est qu'il a donné les raisons pour lesquelles il y est entré. Il est en train de se donner pleinement dans ces tâches-là. C'est le plus important. Maintenant, les appréciations peuvent être différentes. Nous l'acceptons. L'essentiel, c'est que nous fassions les résultats pour lesquels nous sommes venus rejoindre la majorité présidentielle. Vous savez, quand on a beaucoup de travail, selon les fonctions qui nous sont attribuées, on a peu de temps d'apparaître ou de parler, et ainsi de suite. Mais rassurez-vous, il est là, il se porte très bien et il travaille au sein de l'institution. Vous savez, la période d'investiture n'est jamais une sinécure. J'en appelle aux différents militants, aux différents responsables, qu'ils sachent que nos leaders ont leurs critères de choix, qu'on peut maîtriser ou pas. Alors, le président de la République l'a clairement dit, il ne souhaite pas voir de liste parallèle. En tout cas, l'objectif final, c'est que la majorité présidentielle l'emporte sur l'ensemble du territoire. Et puis, tout ça célébré hier par la communauté catholique du Sénégal. Au cimetière Saint-Lazare de Béthanie de Dakar, les fidèles se sont réunis autour donc de leur archevêque par une messe dédiée aux défunts. Monseigneur Benjamin Ndiaye a saisi l'occasion pour interpeller la mairesse de Dakar sur l'urgence de trouver un nouveau site pour prendre le relais de Saint-Lazare, presque plein. Soham Wardini a relevé que le site prévu à Guédiawaye présente un problème foncier qui ralentit les choses certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Fatih. Puis, pandémie de Covid-19, la Commission économique africaine fait le bilan après plus d'1 an et demi. L'OMS estime que l'Afrique a enregistré à peu près de 6 millions de cas. 29 millions d'emplois ont été perdus en 2020 en Afrique. On écoute les explications d'Aliou Ndiaye. Il est le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Des propos recueillis par Abdourahmane Diallo. Préciser que la finalité des politiques des États, c'est le développement durable pour un bien-être des populations. Et ces populations sont actrices elles-mêmes de leur propre développement durable et de leur bien-être. Mais pour cela, il faut qu'elles aient accès à l'éducation, à la formation, qu'elles soient en bonne santé, qu'elles aient accès à un emploi décent. Donc pour pouvoir véritablement jouer leur rôle. Donc ça suppose que les États puissent s'organiser pour mener des politiques de santé, permettre aux enfants de pouvoir être vaccinés, d'être en bon état de santé, et à l'âge de 6 ans, 7 ans, de pouvoir accéder à l'éducation avec toutes les politiques d'implantation d'écoles, de collèges, de lycées, également pouvoir accéder à la formation professionnelle dans ce sens.
Et pour cela, il faut bien comprendre les dynamiques de population. C'est là où les NTA, comptes nationaux de transfert, sont importants parce qu'ils nous aident à comprendre ces dynamiques-là et à affiner leur politique. Donc cette deuxième conférence se tient pour atteindre cet objectif. Et sa particularité, c'est qu'elle se tient dans un contexte de pandémie de Covid. Par conséquent, les universitaires, chercheurs et autres agents des administrations publiques ici présents devront nous permettre d'avoir plus d'informations sur les dynamiques de population afin de mieux affiner nos politiques et stratégies de relance post-Covid. Donc c'est ce que le gouvernement attend de cette conférence, deuxième conférence internationale sur les NTA. Célébration ce 2 novembre de la journée internationale visant à mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes. Une date symbolique fatigante puisque c'est le 2 novembre 2013 que Ghislaine Dupont et Claude Verlon avaient été enlevés lors d'un reportage et tués près de Kidal. Nous avons joint le correspondant de RFI au Mali, Serge Daniel, qui nous fait part de ces conditions extrêmement difficiles de travail, revient également sur l'enlèvement d'Olivier Dubois. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Mortala Gaye. On ne peut plus facilement se rendre sur le terrain, il faut dire. Si vous voulez vous rendre sur le terrain aujourd'hui, il y a deux manières. Vous avez l'ONU qui vous conduit au cas des avions, vous avez les forces étrangères, notamment Barkhane, mais un journaliste ne peut plus, de mon point de vue aujourd'hui, prendre un véhicule sans risque et quitter Bamako pour aller à Gao ou aller à Kidal, ce qu'on faisait à l'époque. Donc c'est extrêmement difficile d'exercer son métier de journaliste, c'est-à-dire avoir cette démarche d'anthropologue en se déplaçant pour aller se rendre sur le terrain. D'où la difficulté de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux parmi les informations. Et c'est pour ça, aujourd'hui, par exemple, en exerçant mon métier, je reste beaucoup sur ma faim parce que je peux plus voyager comme avant. Et je me méfie de tout ce qui vient du terrain quand on parle de sources, de notables, de sources sécuritaires. Nous ne sommes pas sur le terrain et c'est extrêmement difficile d'exercer le métier de journaliste dans ces conditions. Ça nous permet de parler de notre journaliste français, Olivier Dubois, qui est disparu depuis plus de 500 jours. Avez-vous des nouvelles de lui? Je n'ai pas d'informations personnelles. Il faut souhaiter que toutes les démarches qui sont en cours pour obtenir la libération aboutissent assez rapidement et qu'il revienne parmi nous, parce que sa place est dans une salle de rédaction et non là où il est, dans cette prison à ciel ouvert. Toujours à propos de cette journée internationale, vous aurez dans la prochaine édition la réaction de Macoumba Bey, une des victimes des événements qui se sont déroulés au mois de mars dernier avec les attaques des locaux du groupe Futur Média. Sport, Pape Gueye, nouvelle recrue de la tanière. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille devrait rejoindre les Lions du Sénégal. Une convocation qui interpelle encore une fois de plus à la veille d'une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Un sujet signé Mamadou Ndiaye. Salam à tous les Sénégalais. Fada, Pape Gueye, enfin arrivé à l'Olympique de Marseille. Je suis très content d'être ici. Et on se donne rendez-vous dès que possible à Dakar. Il sera très probablement la prochaine recrue de la tanière. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a décidé de porter les couleurs du Sénégal. À 2 mois de cela, il en avait parlé avec mon homonyme, le fils à mon frère, qu'il voulait bien, mais il n'avait pas de contact pour puisse rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. J'en avais parlé à un ami d'Aliou Cissé. Après, ça s'est fait. Bon, ben, on verra s'il sera convoqué ou pas, mais ça peut que le faire progresser. Une bonne nouvelle pour le Sénégal, pas forcément si on interroge l'histoire. Ces joueurs qui viennent souvent au dernier moment pour disputer une grande compétition comme la Coupe d'Afrique ont quasiment échoué. On se rappelle du cas de Sylvain Ndiaye en 2002. Il était venu au dernier moment, il n'a jamais pu prendre la température du groupe. On a connu également le cas de Lamine Sakho en 2004 à la CAN Tunisie. Lamine Sakho n'a jamais également pris la température du groupe. C'était un flop retentissant au niveau de l'équipe nationale du Sénégal.
Sénégal. Si on descend un peu plus bas, on connaît également le cas de Magueye qui était venu renforcer le groupe en partance pour les JO de Londres 2012. Magueye qui était également un échec patent pour une rookie qui est venue à la dernière minute. Une réussite en sélection passe forcément par une bonne intégration. De leur intégration, le rapport avec l'entraîneur, ils sont venus pour avancer. Qu'est-ce qu'on les a donné? Est-ce qu'ils le savent? Il faut un psychologue pour déterminer tout ça. Est-ce qu'ils le savent? Parce que porter le maillot d'une équipe nationale, c'est pas porter le maillot d'un club. C'est pas pareil. Ces choix de sélection de dernière minute posent un problème d'éthique. Mais moi, ce que je déplore un peu, ce sont les choix de dernière minute. De dernière minute parce que tout simplement, il y a un groupe qui s'est consolidé, il y a un groupe qui a trimé à travers les différentes pelouses africaines pour aller chercher la qualification. Et pendant ce temps, depuis un an, le sélectionneur national était en contact avec Pape Gueye. Il n'a jamais voulu faire son choix. Aujourd'hui, le Sénégal s'est qualifié. Il se décide pour venir porter les couleurs du Sénégal. C'est injuste parce que tout simplement... Le milieu de l'Olympique de Marseille a un atout. Avec ses 22 ans, il aura largement l'occasion de grandir en sélection. Voilà, Fatih Dieng, c'était là l'essentiel du 6h30 info de ce lundi. Merci beaucoup, ce mardi, on est mardi. On est mardi. Hier, c'était la Toussaint, donc voilà. On a... Déjà. Comment? La dictature commence sur le plateau. Oui, Chérif, on est rattrapé par le temps, malheureusement, parce qu'on a accusé du retard. Cheikh Tidiane, rendez-vous à 7h pour le 7h Info. Ibou Diouf est avec nous. Bonjour Ibou Diouf. Bonjour Fatih, bonjour Malik, bonjour Chérif, bonjour à notre chers téléspectateurs. Ibou Diouf qui nous vient fraîchement de Ouagadougou, n'est-ce pas, de FESPACO, ça s'est bien passé. Et puis félicitations pour le travail. Merci. Voilà, Ibou Diouf sera avec nous du lundi au vendredi, comme tout le monde d'ailleurs. Et il va nous présenter les actualités internationales. C'est parti. Alors, Ibo, dans quel état se trouve le monde à notre réveil? Alors, on va le voir tout à l'heure, déjà avec l'effondrement d'un immeuble au Nigeria. Au moins 6 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une tour d'habitation qui était en construction dans la capitale économique du Nigeria, ont rapporté mardi les services de secours. Des opérations de recherche et de secours ont été lancées après l'incident survenu lundi, et a déclaré le chef des services de secours Olufumi Oke-Santoulou. Une centaine de personnes sont portées disparues, dont les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Pendant ce temps, Burkina Faso, on appelle à un sursaut national contre le djihadisme suite à 2 jours d'affrontements. Après 2 jours d'attaques meurtrières au nord et au nord-ouest du Burkina Faso, le ministre de la Défense, Aimé Barthélémy, a lancé lundi 1er novembre un appel à un sursaut national dans une offensive contre les groupes djihadistes. Dimanche, un poste de police de la province de Sourou a été attaqué, faisant 5 morts du côté des policiers. Au Mali, le Conseil national de transition a installé la commission ad hoc relative à l'affaire Issa Kaoudim, le 4e vice-président du CN, organe législatif de la transition. Après avoir critiqué la gestion du Premier ministre Kogel Maïga, le parquet a requis 3 mois de prison. Issa Kaoudim est détenu et il restera jusqu'au libéré, annoncé le 3 septembre. Et pour terminer, parlons COP26. Plus de 100 dirigeants s'engagent à stopper la déforestation d'ici 2030. L'accord prévoit de mettre un terme à la déforestation et même d'inverser le processus d'ici 2030. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le pays regroupe 85% des forêts mondiales, s'engagent pour mettre un terme à la déforestation. La déclaration des chefs d'État en faveur des forêts sur l'utilisation des terres est présentée comme un accord sans précédent en faveur de la protection des forêts. Parmi les pays signataires, le Brésil, l'Indonésie ou encore la RDC. C'était tout pour ce point. On se retrouve dans quelques instants pour la version Wolof. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof. Léegi ñu jàll ci leneen li ci yéenekaay yi ak xëtu njëkk yi.
aywa